Alors, bonjour, je vous remercie de votre présence. Nous lançons aujourd'hui la deuxième partie du cours. Le programme est le même. Je vais d'abord donner une conférence, parler du climat médiéval aujourd'hui. Puis nous ferons une très petite pause de quelques minutes. Et après, Benoît Rossignol prendra la suite. J'espère qu'il est ici. Alors, c'est parti. Voilà. Nous sommes à l'automne 541, dans la ville de Constantinople, autrefois connue sous le nom de Byzance, ou encore Nouvelle-Rome, et qui s'appelle aujourd'hui Istanbul. Sa population dépasse le demi-million d'habitants. Au VIe siècle, sous le règne de l'empereur Justinien, Constantinople est la plus grande ville de la planète. C'est une ville cosmopolite où de multiples cultures se côtoient. C'est aussi le centre névralgique du pouvoir politique, la capitale de l'Empire romain. En 541, ses habitants vont faire face à des sentiments partagés d'enthousiasme et d'inquiétude. Il y a, certes, de nombreuses raisons d'être optimiste. La grande basilique Sainte-Sophie vient d'être inaugurée. L'intégralité du droit romain antique a été compilée et perfectionnée dans sa version finale. Les armées de l'empereur ont repris triomphalement des pans entiers de l'ancien royaume perdu au cours du siècle antérieur. La riche province d'Afrique est à nouveau rattachée à l'Empire romain, et puis, plus glorieusement encore, l'Italie et Rome, son ancienne capitale. Mais cette effervescence est accompagnée de craintes et de peurs. L'empereur Justinien et sa puissante et redoutable épouse, Théodora, règnent d'une main de fer. Ils ont survécu depuis à un violent soulèvement qui a atteint les portes du palais, la sédition de Nika. Pour certains, Justinien est un sauveur. Pour d'autres, dont l'historien et administrateur grec Procope, l'empereur est un véritable démon en chair et en os. La terre elle-même semble vouloir exprimer son mécontentement à l'égard de Justinien, et certains phénomènes naturels suscitent chez les populations la crainte d'une malédiction. En 536, le soleil se retrouve voilé derrière une brume opaque qui persiste dans le ciel pendant 1 an et demi. À nouveau, en 540, le froid désastreux qui s'installe détruit les récoltes. Et en cette fin d'année 541, des terribles rumeurs commencent à circuler. Des récits d'un fléau inconnu et sans précédent parviennent avec chaque navire. Au printemps suivant, en 542, la ville de Constantinople est frappée par la pire épidémie qu'elle ait connue jusqu'alors. Tous les témoignages de l'époque la décrivent comme extraordinaire. Notre plus grand témoin est un évêque syriaque du nom de Jean d'Éphèse. Il venait de Haute-Mésopotamie, des hauts plateaux d'où le Tigre prend sa source. Et il arrivait à Constantinople pour des raisons ecclésiastiques, juste à temps pour être un témoin direct de la peste. De son point de vue, l'épidémie rappelait les destructions les plus violentes relatées dans la Bible, notamment la désolation de Jérusalem. Cependant, au lieu d'une seule ville, c'était le monde entier qui subissait la colère de Dieu. Dans sa métaphore la plus frappante, Jean imagine les tas de cadavres serrés les uns contre les autres, comme autant de raisins pourris aplatis dans le pressoir de la colère de Dieu. Une image qui nous renvoie au prophète Isaïe. Le monde entier était en ruine et vidé de ses habitants, avait-il écrit. Connue sous le nom de peste de Justinien, cette épidémie de peste bubonique fait son apparition aux frontières sud-est de l'Empire romain et se propage jusqu'à l'océan Atlantique en l'espace de quelques années. Elle suit de près d'un événement climatique anormal, un voile masquant le rayon du soleil et qui va entraîner plusieurs années glaciales sur Terre. C'est la première d'une série d'épidémies qui va durer pendant 2 siècles et qui est considérée comme la première pandémie de peste. Bien sûr,
Nous l'appelons la première pandémie de peste, car une deuxième pandémie va frapper. La première pandémie se termine au 8e siècle et elle semble alors disparaître des archives historiques pour des raisons que nous ne comprenons pas. 5 siècles plus tard, la peste fait un retour spectaculaire dans les années 1330 sous la forme de la peste noire. La peste noire, également apparue pendant une période de changement et de stress climatique, déclenche la deuxième pandémie de peste, qui va durer 4 siècles en Europe et davantage encore ailleurs. Ces deux pandémies sont à la fois des catastrophes sanitaires et des catastrophes climatiques. Elles représentent toutes deux des tournantes, des points de rupture décisifs dans le développement de l'histoire des sociétés humaines. En quelque sorte, elles marquent respectivement le début et la fin du Moyen Âge. Nous abordons aujourd'hui le thème du changement climatique dans le monde médiéval. Le sujet est passionnant et la période l'une des plus excitantes de l'histoire du climat et de la société. Mais j'ai un aveu à faire. Ma première version de ce texte représentait 2 heures de cours, sans avoir tout dit sur le règne des Justiniens. Il y a énormément de sujets à traiter et beaucoup d'avancées récentes dans mon domaine. N'ayez crainte si vous avez prévu de déjeuner. Je vous propose 3 axes de travail dans le cadre de cette conférence. Le premier est une présentation de l'histoire du climat dans ses grandes lignes à travers le Moyen Âge, d'une petite période glaciaire à l'autre. Le deuxième est une analyse plus approfondie de l'interaction entre le changement climatique et la pandémie de peste justinienne, tout en portant une attention particulière à la peste noire. Le troisième se penche sur le rôle du climat et des maladies dans l'histoire de notre développement. Nous devons nous rendre à l'évidence que la notion même d'un monde médiéval est problématique et trompeuse. Le nom et les concepts du Moyen Âge sont des inventions de l'époque moderne. Malheureusement, cette dénomination s'est institutionnalisée dans les universités modernes, le département cher et revu. Malgré d'incessants questionnements depuis lors, l'histoire médiévale est immuable, aussi susceptible d'être réorganisée qu'un cimetière. Il n'y a pas eu de Moyen Âge, et encore moins de climat médiéval. Il y a eu 1000 ans de croissance et de développement lent, mais constant, interrompu par une catastrophe. Ce que nous avons appris et continuons d'apprendre sur les systèmes terrestres au cours de ce millénaire peut nous aider à repenser cette période. L'histoire du climat médiéval, accordez-moi l'utilisation de ce terme par facilité, nous permet également de mieux comprendre le passé et le présent à travers l'histoire du climat et de la société. Depuis toujours, cette période est essentielle pour établir une compréhension de base de l'Holocène à partir de laquelle nous devons évaluer l'augmentation du réchauffement anthropique moderne. La réalité est que la fin de l'Holocène marque une longue période de refroidissement très progressif. Le réchauffement actuel inverse brutalement cette tendance. Lorsqu'on me demande si le réchauffement anthropique est donc une bonne chose, j'explique que cela revient à mettre le feu à votre maison parce que votre radiateur est en panne. Vous connaissez sans doute le classique hockey stick graph qui montre la faible variation de température pré-industrielle sous la forme d'une ligne plate suivie de la courbe abrupte du réchauffement moderne. C'est une considération secondaire, mais néanmoins importante, que notre histoire scientifique repose toujours sur une formulation remontant à l'an 1000. Cette date a souvent marqué une limite informelle en paléoclimatologie. Dans son ensemble, le hockey stick graph a été justifié et il souligne que le réchauffement anthropique actuel dépasse toutes les limites naturelles et qu'il est d'une grande violence. Cependant, pour les peuples vivant à cette époque sur le manche de le hockey stick, il s'avère que la ligne n'était pas si droite que cela. Les hauts et les bas naturels du climat pré-industriel semblaient déjà être des événements violents pour ceux qui les ont vécus. Examinons maintenant le climat médiéval dans son ensemble. L'optimum climatique romain est une période caractérisée par une forte activité solaire et une dormance volcanique. Il a duré plusieurs centaines d'années, du IIIe siècle avant notre ère, plus ou moins, au milieu du XIIe siècle de notre ère.
l'optimum climatique a été suivi de plusieurs siècles de climats plus instables et souvent un peu plus forts. La fin de cette période de stabilité climatique a coïncidé avec des changements politiques aux deux extrémités de l'Eurasie, avec la fin de la Pax Romana à l'ouest et celle encore plus turbulente de l'Empire Han à l'est en Chine. Les siècles suivants, qui marquent la fin de l'Empire romain, représentent une phase climatique désorganisée et incertaine de l'Holocène. Puis, au VIe siècle, le contour du petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive se précise. Cette période va durer environ un siècle et demi, des années 530 à la fin du VIIe siècle, sous l'effet d'une activité volcanique extrême et d'une baisse du rayonnement solaire. Le nom lui-même n'a été proposé que récemment, en 2016, dans un article dont l'auteur principal est Ulf Bunken. Il s'agit de l'une des périodes les plus marquantes de la fin de l'Holocène qui va entraîner des changements profonds comparables à ceux mieux connus du petit âge glaciaire. Même s'il ne faut pas se figurer une phase de froid constant et ininterrompue, le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive aurait duré presque un siècle et demi. Le 8e siècle, après, marque un retour à des conditions relativement stables et à des températures modérées dans l'hémisphère nord. L'absence d'éruptions volcaniques majeures n'y est pas étrangère. Ces conditions climatiques clémentes ne vont pas provoquer l'apparition de nouveaux pouvoirs, mais les États et les empires se trouvant en bonne posture vont bénéficier de plus grande stabilité et productivité. Les dynasties carolingiennes en Europe et Tang en Chine vont faire leur apparition à un moment propice où les conditions environnementales étaient favorables. Je cite mon mentor, Michael McCormick, dans une étude précoce qui associait les carottes glaciaires aux archives écrites traditionnelles. Charlemagne n'était pas seulement vigoureux et intelligent, c'était un souverain très chanceux en ce qui concerne les volcans et les changements climatiques soudains. En bref, les conditions climatiques stables et relativement favorables ne devaient pas durer. Le 9e siècle est à nouveau agité et plus froid dans une grande partie de l'hémisphère nord. John Brooke, dans l'ouvrage Climate Change and the Course of Global History, nous propose l'une des meilleures approches sur le sujet, avance l'hypothèse d'une crise de la fin de l'âge de ténèbres, a late Dark Age crisis. Il observe des signes de tensions généralisées dans l'Europe carolingienne, les califats abbassides, à la fin de l'Empire Tang et peut-être même dans la chute de la civilisation maya d'Amérique centrale. En Europe, il est certain que la famine et la peste vont devenir plus fréquentes et plus graves. Sans avoir même terminé le chapitre du soi-disant Haut Moyen-Âge, on peut cependant constater à quel point le climat médiéval était compliqué. Il fut suivi d'un phénomène singulier et de portée... il fut suivi d'un phénomène singulier et de portée planétaire, l'optimum climatique médiéval. L'optimum climatique médiéval est l'une des plus célèbres périodes de l'histoire de l'Holocène. En 1965, le climatologue anglais Hubert Lamb, l'un des véritables pionniers de la paléoclimatologie, avance l'existence d'une époque ou période chaude médiévale, the medieval warm period. Hubert Lamb s'appuie sur différentes données pour démontrer que le climat était nettement plus chaud, au moins dans le nord-est de l'Europe, pendant plusieurs siècles. Il établit une carte de l'expansion de la viticulture dans l'Angleterre médiévale et estime qu'elle jouissait peut-être d'1 degré de plus à ce moment-là. Il note également que le vin anglais ne devait pas être trop mauvais puisque le roi français tentait d'interdire l'importation. Tout commentaire serait inutile. Au milieu des années 1990, le géographe américain Scott Steen qualifie d'optimum climatique médiéval une période de sécheresse extrême et prolongée dans l'Ouest américain et en Patagonie. C'est global. Cependant, ce terme généraliste semble plus approprié pour désigner une période de réorganisation climatique mondiale. Les hausses de température significatives observées par Lamb en Angleterre
était alors amplifiée par une oscillation de nord-atlantique positive qui poussait les chaudes tempêtes de l'ouest vers le nord-est de l'Europe. Cette nouvelle définition, le Medieval Climate Anomaly en anglais, s'imposait. Et la période entre le Xe et le XIIIe siècle est aujourd'hui fréquemment appelée l'optimum climatique médiéval, ou the Medieval Climate Anomaly en anglais. Cette période enregistre le plus puissant maximum solaire depuis l'époque romaine et elle est marquée par une activité solaire intense et constante. La glace se brise dans l'Atlantique Nord et des températures plus chaudes arrivent au nord de l'Eurasie. Pendant ce temps, des eaux chaudes s'accumulent dans l'ouest du Pacifique et les phénomènes d'El Niño sont supprimés. En Asie, les épisodes de mousson deviennent importants et fréquents. Ces conditions vont définir la toile de fond de l'activité humaine dans le monde entier pendant plusieurs siècles. En Europe et en Asie de l'Est, des périodes de croissance exceptionnelles se succèdent durablement. Dans un premier temps, considérons simplement l'augmentation de la population. Sous la dynastie de Song en Chine, la population chinoise se multiplie de façon spectaculaire. Estimée à 35 à 50 millions en l'an 1000, les experts sont partagés sur ces chiffres, mais s'accordent sur la dynamique. Elle aurait atteint 124 millions en 1210, soit plus du triple en l'espace de 2 siècles et demi. L'ingéniosité humaine et des conditions climatiques favorables vont se conjuguer au cours de ce siècle. La période de Song en Chine marque l'introduction des variétés de riz les plus productives, des projets d'irrigation massive pour maîtriser la nature et de nouvelles technologies dans le domaine du textile, de l'imprimerie et du papier, de la poudre à canon et même des combustibles fossiles. Les épidémies et les rébellions paysannes, souvent déclenchées par les pénuries alimentaires, vont fortement diminuer au cours de ces années de croissance. Cependant, un effondrement économique et la réapparition d'une crise surviendront plus vite en Chine, dès le milieu du XIIIe siècle. En Europe également, la croissance extensive, croissance démographique, accompagne la stabilité climatique. En l'an 1000, le continent compte environ 30 millions d'habitants. 3 siècles plus tard, il atteint à son pic plus de double, soit 70 millions. À quel moment l'optimum climatique médiéval s'est-il terminé et pourquoi? Ces interrogations soulèvent aussitôt les questions suivantes. Quand et pourquoi le petit âge glaciaire a-t-il commencé? C'est un autre sujet complexe dont j'aborderai les aspects climatiques lors de notre conférence sur le petit âge glaciaire dans 2 semaines. Prenons en compte la période qui a été datée de 1250 à 1850, plus ou moins. Ce n'est pas une vague de froid implacable, longue de 6 siècles, mais plutôt un refroidissement progressif et durable avec des épisodes de froid extrême. C'est le résultat d'un affaiblissement du rayonnement solaire associé à un forçage volcanique puissant ainsi que de rétroaction dans le système terrestre. La première phase du petit âge glaciaire coïncide, c'est ça, avec la crise du Moyen-Âge tardif. Elle commence par un acte violent, l'éruption du volcan Somolas en Indonésie en 1257. Si les conditions de l'optimum climatique médiéval avaient contribué à une croissance générale, la dégradation à la fin du XIIIe siècle et la disparition brutale au XIVe siècle auront entraîné des changements sociaux et des crises humanitaires dans une grande partie de la planète. En Europe, l'optimum climatique médiéval s'estompe à la fin du XIIIe siècle, mais son effondrement survient un peu plus tard au XIVe siècle. Quand la peste noire fait son apparition, une partie importante de l'Europe a déjà connu l'épreuve de la Grande Famine de 1315 à 1317.
Les raisons climatiques de cette crise sont assez bien comprises. Dans ce cas précis, des années fraîches et particulièrement humides en sont responsables. Des pluies torrentielles pendant l'été viennent endommager les récoltes. Le taux de mortalité est impressionnant. Dans les Pays-Bas, la démographie décline d'environ 10%, tandis qu'en Angleterre, ce taux semble un peu plus élevé encore. Les années suivantes sont également désastreuses, des épidémies massives affectant les moutons et les bovins d'Éphèbes sur le continent. En fait, il s'agit peut-être de la pire crise alimentaire du millénaire dans une grande partie de l'Europe. Cependant, il reste à définir si la grande famine des années 1310 a contribué à l'affaiblissement de cette génération alors qu'elle allait bientôt subir une nouvelle crise sans précédent. Avançant d'une génération, la peste noire apparaît en Asie centrale dans les années 1330. Son histoire est bien connue. Une épidémie de peste bubonique d'une ampleur inédite balaye les steppes mongoles jusqu'à la mer Noire, puis jusqu'à la Méditerranée et enfin jusqu'à l'Europe du Nord. La situation est apocalyptique. Entre un tiers et la moitié de la population succombe. Tout est bouleversé, économiquement, socialement et culturellement. Cependant, la disparition de la moitié de la population va profiter aux survivants et augmenter leurs ressources. Ce traumatisme suscite à la fois le fanatisme et les doutes religieux, sémant ainsi les graines de la pensée humaniste. Une nouvelle Europe va émerger des cendres de ce cataclysme, destiné à évoluer. Je viens donc de vous exposer une version courte de l'histoire de la peste noire. Elle a ses avantages. Cependant, ces dernières années, grâce au progrès spectaculaire dans l'archéogénétique et la paléoclimatologie, nous avons compris que l'histoire est bien plus complexe que cela. L'étude du climat médiéval est aujourd'hui un domaine passionnant pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles concerne la collecte de nouvelles données provenant de deux nouvelles sources d'archives, le génome et les proxys climatiques. L'association de deux s'avère déterminante. Il convient donc d'aborder brièvement la révolution archéogénétique. L'archéogénétique est l'étude de l'ADN ancien, c'est-à-dire de biomolécules récupérées à partir des squelettes provenant de fouilles archéologiques et séquencées en laboratoire. Cet ADN peut avoir appartenu à un être humain et nous renseigner sur les origines et les évolutions des populations humaines. Dans d'autres cas, il est possible de récupérer l'ADN d'une pathogène ayant infecté un individu au moment de sa mort. L'archéogénétique est une science très prometteuse. En 2011, le premier génome complet d'un pathogène ancien est reconstitué et les résultats sont publiés. C'est une avancée majeure. En effet, la bactérie dont le génome complet est publié pour la première fois est Yersinia pestis, l'agent pathogène de la peste noire. La preuve par l'ADN ancien est une véritable révolution. Dans un premier temps, elle permet d'identifier avec certitude l'agent pathogène d'une maladie ancienne. Dans le cas de la peste noire, l'identité même de la maladie a fait l'objet de nombreux débats avec une multitude des experts avisés questionnant le diagnostic de peste bubonique. Ces débats sont désormais clos et les implications sont considérables. Lorsque l'identité d'un pathogène est établie, il est alors possible de se concentrer sur son milieu biologique et son environnement écologique. En deuxième lieu, l'ADN ancien nous fournit aussi l'image instantanée de l'évolution de l'agent pathogène. L'ADN ancien a été qualifié de voyage génétique dans le temps, une belle métaphore. Nous pouvons désormais retracer dans le moindre détail la mutation génétique dans l'évolution du bacille de la peste. L'histoire de son évolution nous a permis de déterminer ses origines géographiques, son point de départ et son mode de transmission. Aujourd'hui, la relation possible entre les changements climatiques et les épidémies de peste bubonique représente une frontière passionnante dans l'approche scientifique de notre histoire.
Pour faire simple, l'apparition de la peste bubonique, la maladie causée par la bactérie Yersinia pestis, au VIe siècle, puis au XIVe siècle, est à l'origine de certains des pires désastres et bouleversements dans l'histoire de l'homme. Ces catastrophes présentaient, sans aucun doute, une dimension climatique. Elles doivent être perçues à la fois comme des événements sociaux, biologiques et climatiques. En associant les enseignements de l'archéogénétique et de la paléoclimatologie, nous pouvons envisager le Moyen Âge comme une période marquée par deux crises écologiques d'ampleur cataclysmique. La première crise va mettre fin à l'Antiquité classique et la seconde à la longue période de croissance médiévale. Dans les deux cas, une dynamique d'expansion démographique et économique durable va être inversée. Il y a sans doute des exceptions, des variations ou des inflexions. Il est certain que des inconnus subsistent, que des questions restent sans réponse et que certains mystères ne sont pas résolus. Mais la puissance et la cohérence de ces cycles environnementaux sont remarquables. La peste de Justinien apparaît au même moment que le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive. Même si vous ne croyez pas aux signes du destin, cette coïncidence semble trop parfaite pour l'ignorer. Lorsque vous apercevez un éclair et entendez le bruit du tonnerre simultanément, vous savez qu'ils sont connectés. De la même manière, nous percevons intuitivement que le dérèglement climatique et l'apparition de la peste sont liés. La question est de comprendre comment. J'ai déjà mentionné qu'en l'an 536, le Soleil semblait perdre de sa force pendant plus d'un an. Connu sous le nom d'événement climatique de 536, cet épisode est attesté par un certain nombre d'observateurs contemporains, dont nos deux plus fidèles rapporteurs de la période de Justinien, Jean d'Éphèse et Procope. En fait, Procope va même affirmer que cette anomalie solaire constitue un tournant décisif. Pendant toute l'année, le Soleil a donné une lumière sans éclat, comme la Lune, ou comme il s'agissait d'une éclipse, car ses rayons ne brillaient plus comme d'habitude. À partir de cet instant, aucun homme n'était plus à l'abri ni de la guerre, ni de la peste, ni d'aucune autre chose que pour la mort. Cependant, les historiens ont peu fait cas de ces témoignages de l'époque, ou, pour la plupart, les ignoraient totalement. Les causes de cet étrange phénomène vont rester un mystère. Mais deux chercheurs de la NASA s'engagent la première sur la bonne voie au début des années 1980 et attribuent une origine volcanique à l'événement. Le temps va confirmer et compliquer leur hypothèse. Les pics de concentration de sulfate dans la carotte glaciaire prouvent qu'il y a bien eu une éruption majeure dans l'hémisphère nord en 536, voire peut-être même plusieurs éruptions. Cela expliquerait le témoignage faisant état d'une froide excessive et de mauvaises récoltes de l'Europe à l'Asie orientale, ce qu'on retrouve dans les sources écrites chinois, japonais et coréens aussi. En revanche, les preuves d'une deuxième explosion majeure en 540 et 541 sont une révélation. L'éruption volcanique d'origine tropicale est encore plus importante. C'est l'une des 5 plus fortes éruptions survenues en l'espace de 2500 ans. Les scènes des arbres témoignent des effets de ces éruptions volcaniques sur le climat mondial. Les conditions ambiantes, la violence de la double éruption ou l'ampleur même de cet événement ont fait basculer le système climatique mondial. Les scènes des arbres des Alpes et des montagnes de l'Altaï indiquent que les années 530 et 540 étaient glaciales et qu'elles correspondent aux décennies les plus froides de l'Holocène tardif. Les températures estivales ont chuté de plusieurs degrés en Europe et les effets se sont fait ressentir à l'échelle planétaire. Quel rôle ont joué les conditions climatiques dans le déclenchement de la peste de Justinien? Pour ce faire, il est impératif de comprendre l'écologie propre à la peste bubonique et mettre à profit les avancées archéogénétiques. La peste bubonique est différente
différente des autres grandes maladies infectieuses. Il s'agit, en premier lieu, d'une maladie animale. La majorité des maladies infectieuses connues sont d'origine animale, mais elles ont évolué pour se propager librement chez l'homme. La peste, qui est une maladie naturelle chez les rongeurs sauvages, infecte l'homme et se transmet entre les populations, mais curieusement, ne peut pas le faire de manière durable. Chaque épidémie de peste se termine rapidement et la bactérie se replie sur un animal sauvage hôte. De ce point de vue, l'homme n'est pas important pour la survie de la peste et elle n'a aucune raison particulière de l'attaquer ou de l'épargner. C'est aussi une maladie à transmission vectorielle, principalement par les piqûres de puces. La bactérie de la peste s'est adaptée pour utiliser des insectes suceurs de sang comme vecteur de transmission. La bactérie forme une matrice pour bloquer le canal digestif de la puce qui, se sentant affamée, pique voracement pour se nourrir tout en régurgitant de nouvelles bactéries infectées. En définitive, Yersinia pestis a réussi à transformer des insectes prolifiques, suceurs de sang, en zombies affamés et cracheurs de peste. Cette maladie terrible se manifeste sous différentes formes cliniques. Lorsqu'une puce infectée pique une personne, les bactéries sont drainées vers les ganglions lymphatiques les plus proches. Les bactéries Yersinia pestis se multiplient alors de manière explosive, infectent la lymphe et provoquent le gonflement des ganglions qui forment le plus souvent des protubérances au niveau de l'aine, des aisselles et du cou. Ces gonflements sont appelés bubons et leur singularité symptomatique est à l'origine du nom de la maladie, la peste bubonique. Les bactéries infectent également le sang en provoquant des hémorragies internes. L'infection est parfois si fulgurante que les autres symptômes n'ont pas le temps d'apparaître. La bactérie peut aussi s'attaquer aux poumons et provoquer alors la peste pulmonaire. Avant l'apparition des antibiotiques, la peste était le plus souvent un arrêt de mort. Le rat noir a joué aussi un rôle déterminant dans l'histoire des pandémies de peste. C'est un rongeur commensal, adapté pour vivre à proximité de l'homme. Le rat noir est une espèce incroyablement prolifique. Il est couvert de puces et très sensible à l'infection par les bactéries Yersinia pestis. Et j'observe, juste pour vous, je sais que vous avez beaucoup de rats ici. Ils ont le rat gris. Plus méchant, mais quand même. Toutes les grandes épidémies de peste humaine étaient en fait le résultat d'une épidémie sous-jacente de peste chez les rongeurs sauvages et commensaux. Au fur et à mesure que le rat périssait, le puce affamé se mettait à la recherche de sang, finalement de sang humain, transportant involontairement la bactérie d'une espèce à l'autre. Nous étions les dommages collatéraux de la mort des rongeurs. Ne perdons pas de vue que les pandémies historiques de peste sont liées à des pathogènes qui ont touché une remarquable variété d'espèces. Les rongeurs sauvages, comme les gerbilles et les marmottes, les rongeurs commensaux, comme les rats noirs, le puce tout au long de la traversée, et enfin l'être humain. En ce qui nous concerne aujourd'hui, cela sous-entend que le changement climatique a pu affecter n'importe quel maillon de la chaîne écologique, et probablement plusieurs à la fois. Les preuves par l'ADN ont révélé que les deux pandémies ont été déclenchées par des souches bactériennes étroitement apparentées et pourtant distinctes. L'arbre généalogique du bacille Yersinia pestis a révélé que ses origines se trouvaient en Asie centrale. En effet, les lignes cellulaires qui ont engendré les souches des premières et deuxièmes pandémies sont apparues à partir de réservoirs naturels de peste dans l'actuel Kyrgyzstan, près du lac Issyk-Kul, c'est ici, dans les montagnes du Tian-Shan, à la frontière de la Chine occidentale. Une question se pose alors. Comment
et à quel moment la peste s'est-elle déplacée du Kyrgyzstan vers le monde romain. Nous constatons ici une différence majeure avec la propagation de la peste noire, qui s'est transmise par voie terrestre à travers le territoire mongol, en traversant la steppe occidentale pour atteindre la mer Noire. Au VIe siècle, l'épidémie a tracé cette trajectoire vers le sud. Les preuves écrites sont sans équivoque. Procope affirme que la peste s'est déclarée à Pelusium, une ville portuaire située sur la rive orientale du Nil, reliant stratégiquement la Méditerranée au territoire limitrophe de la mer Rouge. Le témoignage de Jean d'Éphèse est encore plus révélateur. Son récit de la peste a parfois été négligé, principalement car l'écriture syriaque est moins connue que le grec ancien. Pourtant, Jean d'Éphèse est le témoin de l'avancée de la peste à plusieurs reprises, y compris quand elle arrive à Constantinople. Jean d'Éphèse est observateur fin à l'œil pour le détail et les chiffres. Il deviendra plus tard le directeur financier de toute l'Église monophysite. Il se trouve à Alexandrie, en Égypte, lorsque la peste se déplace vers l'Empire romain. Et, selon ses dires, elle se déclare d'abord chez le peuple de l'intérieur de l'Inde, le peuple de l'intérieur de l'Inde, qui pour lui est tout cela. Jean d'Éphèse parle sans équivoque des royaumes situés de part et d'autre de la mer Rouge, les Himyarites de l'ancien Yémen et les Aksumites de l'ancienne Éthiopie. La peste de Justinien débute donc par une violente épidémie située aux frontières sud-est de l'Empire. La question est maintenant de comprendre comment elle a atteint les confins de la mer Rouge dans les années qui précèdent son arrivée dans l'Empire romain. Nous sommes maintenant confrontés aux limites de nos connaissances actuelles. Une des hypothèses est que la peste a voyagé de l'Asie centrale à l'Asie du Sud, puis à travers les routes commerciales maritimes de l'océan Indien pour atteindre rapidement le pourtour de la mer Rouge quelques années avant l'épidémie de peste de Justinien. Je suggère qu'il y a eu une augmentation des précipitations en Asie centrale au début du VIe siècle, suivie d'un effondrement juste avant l'épidémie de peste. Juste avant. La trajectoire des tempêtes ont traversé l'Asie centrale aride, provoquant une explosion de la biomasse. Les populations de rongeurs sauvages auraient connu une croissance exponentielle, de même que les puces et les bactéries qu'elles transportaient. Puis, juste avant la peste, une diminution soudaine de la pluie qui a fait fuir les rongeurs. Peut-être, c'est autant une question qu'une affirmation. Il est possible que le peuple des Hephthalites, qui s'était étendu de l'Asie centrale à l'Asie du Sud, ait contribué à véhiculer la bactérie depuis son berceau près du lac Issyk-Kul jusqu'aux routes commerciales reliant l'Inde et la mer Rouge. Notre cher collègue France Grenet travaille actuellement sur cette théorie. Nous savons qu'un commerçant romain de l'époque, nommé Cosmos Indicopleustes, savait que le roi Hephtalite Mihiracula existait. Ce qui est frappant, c'est que le réseau qui a véhiculé ces informations ont peut-être aussi transmis l'agent pathogène. C'est la théorie que je privilégie, même si elle s'appuie sur des déductions plutôt que sur des preuves irréfutables concernant le maillon de la chaîne. Une autre hypothèse est que la bactérie de la peste s'est déplacée quelque temps auparavant, sur une période de plusieurs siècles, pour atteindre l'Afrique de l'Est. Elle aurait pu s'installer dans les réservoirs de rongeurs sauvages, où elle se serait tapie jusqu'au VIe siècle. Cette hypothèse n'est pas irrationnelle, mais elle ne repose sur aucune preuve et implique a fortiori l'établissement d'un réservoir dans une espèce de rongeur sauvage haute inconnue. Le principe du rasoir d'Occam, le principe de simplicité, suggère que l'explication la plus simple est souvent la plus probable. De nouvelles pistes s'ouvrent à nous. Les indices sont là, cachés dans les manuscrits ou des vestiges archéologiques, dans l'histoire des populations de l'Afrique de l'Est ou encore de l'ADN de la peste. Pour l'instant, je vous demande de garder l'esprit ouvert.
Stimulons à tout le moins notre imagination en comparant les différentes hypothèses sur l'origine immédiate de la peste noire. Il faut dire que là aussi, de nombreuses questions restent ouvertes et de nouvelles preuves sont publiées chaque année. Examinons les hypothèses de Philip Slavin, dont les arguments sont, à mon avis, les plus convaincants. En Asie centrale, des vastes étendues de terres agricoles sont transformées en pâturage pour nourrir les nombreux troupeaux de bétail mongols. Les rongeurs sauvages, comme les mammouths, y trouvent un habitat idéal. Puis, au début du XIVe siècle, des pluies abondantes, comme en témoignent les cernes des arbres, apportent de l'humidité et la végétation explosée. Ces phénomènes sont probablement liés à des températures plus fraîches et à une phase de l'oscillation nord-atlantique qui pousse les tempêtes de l'ouest au-dessus de l'Asie centrale. La nourriture devient plus abondante et les rongeurs prolifèrent. Des conditions soudaines de sécheresse vers 1330 forcent les pousses à changer d'hôte ou bien les rongeurs à se déplacer pour subsister. L'étincelle vient de jaillir et la peste noire va se propager à une vitesse fulgurante sur le voie terrestre qui reliait l'Asie centrale à la mer Noire, comme le confirment de nouvelles preuves génétiques. D'autres hypothèses ne sont pas à exclure. Le refroidissement extrême des années 530 aurait pu modifier l'environnement écologique de la peste d'une manière que nous ne comprenons pas, peut-être en affectant les rongeurs sauvages, les rats noirs ou les pousses. Il pourrait aussi être la cause de migrations humaines ou de déplacements de la population porteuse de la maladie. Enfin, l'influence néfaste du changement climatique pourrait expliquer en partie les effets dévastateurs de l'épidémie et les taux de mortalité élevés. Bien sûr, cette interprétation reste controversée. Selon ce postulat, une population en mauvaise santé, affaiblie par des années de famine et de souffrances, était davantage sujette aux maladies infectieuses. Il faut donc déterminer si l'état de santé préexistant d'une personne influe sur sa résistance face à la peste. En réalité, dans la plupart des maladies infectieuses, le sida, la variole ou encore le COVID-19, l'état de santé du patient avant l'infection est déterminant dans l'évolution de la maladie. C'est pourquoi la famine et la peste arrivent fréquemment en même temps. Dans certains cas, les épidémies qui suivent les famines ne sont que des conséquences de la faim elle-même. Cependant, certaines maladies infectieuses ne se soucient guère de l'état de santé des populations. Elles peuvent être mortelles même pour les personnes en parfaite santé. La peste est généralement classée parmi ces maladies. Cependant, les preuves restent incertaines. Une analyse minutieuse des squelettes dans les cimetières de la peste noire a permis d'établir qu'une fragilité existante avait affecté la mortalité pendant l'épidémie. Et il y a bien sûr l'argument selon lequel la grande famine des années 1310 a fragilisé durablement les populations concernées. Les recherches se poursuivent, mais il est vraisemblable que la capacité de transmission et les conséquences sanitaires de la peste dépendent en partie de la santé des personnes infectées. La peste est moins sensible que d'autres maladies. Elle tue les personnes malades, comme celles en bonne santé, les faibles, comme les forts. Mais si, comme nous le supposons, les années 530 et 540 étaient particulièrement difficiles, les populations en souffrance et brusquement confrontées à un microbe perfide ont traversé une crise sans précédent. Lorsque la peste frappe l'Empire romain, ses effets sont dévastateurs. Aussitôt, la mort est partout. Tous les témoignages en attestent. Nous ne disposons pas d'autant d'écrits sur la peste de Justinien que sur la peste noire. Mais il est saisissant de constater à quel point des personnes ne partageant pas la même langue, la même vision du monde, les mêmes idéologies et conventions littéraires s'accordent sur la nature sans précédent de l'épidémie et sur le nombre sidérant de morts qu'elle a provoquées. Chez les historiens, le débat porte sur l'ampleur démographique de la peste de Justinien et sur ses conséquences en aval.
Cette conférence n'est ni le moment ni le lieu pour une analyse complète de la question, mais il me suffit de dire que ces derniers temps, les partisans de la thèse d'un impact sévère sur la mortalité ont présenté de manière approfondie un argumentaire très convaincant. Par ailleurs, l'arrivée de l'ADN fossile de 2019 a fourni de nouvelles preuves décisives. Si je devais revoir mon livre de 2017, je plaiderais désormais avec plus d'assurance en faveur d'un impact massif sur la mortalité, même si les conséquences en aval restent l'objet d'interrogations et de réflexions légitimes. Bien que la découverte de nouvelles preuves en laboratoire soit passionnante, il ne faut pas sous-estimer l'ampleur des travaux qui doivent encore être menés à bien de manière traditionnelle par des chercheurs. À ce titre, Jean Defez est le principal témoin de la peste de Justinien. Mais son récit de la peste n'a jamais fait l'objet d'une seule étude approfondie. J'étudie son témoignage depuis 2 ans avec notre collègue Scott Johnson et je suis convaincu que Jean Defez est de loin notre témoin le plus fiable et le plus pertinent. Il se trouve à Alexandrie au moment où la peste arrive et il assiste à ses prémices. Il décrit une invasion infectieuse qui balaye la Méditerranée et frappe sans relâche les villes et les campagnes. Le blé blanc n'est plus récolté et les raisins pourrissent sur les vignes. Au printemps 542, Jean Defez se trouve à Constantinople où il assiste à l'arrivée de la peste dans la capitale. Je vais voir si ça marche. Un petit film. Oui. C'est le trajet de Jean en Alexandrie. Il voyage ensuite chez lui, en Mésopotamie, et puis vers Constantinople, probablement toujours par la mer, par la route maritime. Et c'est certain qu'il est arrivé avant la peste. Alors, Jean était là, et il dit, je cite, « Lorsque le fléau entre dans la ville, Constantinople, il s'attaque implacablement aux pauvres qui sont jetés dans les rues. Chaque jour, on en emporte 5, 7, 12, jusqu'à 16 000. Au début, des hommes sont postés dans le port, au carrefour et aux portes pour en compter le nombre. Ils périssent à la tour et sont lavés et enterrés avec dignité. Ceux qui meurent dans les rues sont comptés également, et par qui le veut bien encore. Ils sont plus de 300 000 à être évacués. Lorsque ceux qui comptent encore recensent 230 000 morts, ils s'aperçoivent qu'ils sont trop nombreux et ils s'arrêtent. Les morts sont alors importés sans être comptés. Le témoignage de Jean Defez est remarquable. On ne saurait le limiter à un exercice de rhétorique qu'il faut écarter. En tant qu'homme d'Église, Jean Defez s'intéressait de près aux rites funéraires car le service mortuaire relevait le plus souvent de la responsabilité de l'Église de Constantinople. Il était par ailleurs passionné par les chiffres. Le nombre de morts qu'il a avancé est 300 000, soit environ la moitié ou un peu plus d'habitants de la ville. Ce chiffre correspond aux estimations les plus pessimistes des conséquences de la peste noire, notamment dans les villes comme le Caire. Jean Defez décrit de manière saisissante l'effondrement terrifiant de l'ordre public dans la ville, en particulier en ce qui concerne la gestion des dépouilles. Dans un premier temps, les corps sont jetés dans une fosse géante à l'extérieur des murs de la ville. Ensuite, ils sont jetés à la mer et évacués par bateau. Enfin, dans un dernier effort désespéré, Justinien charge l'un de ses plus proches collaborateurs, un certain Théodorus, de se débarrasser des cadavres. Les gens sont payés en pièces d'or pour transporter le dépouille jusqu'au rivage et les hisser sur des barges qui traversent alors le camp d'or jusqu'aux collines dans le quartier de Psyché, aujourd'hui appelé Galata. C'est là. Là, ils sont jetés dans d'immenses fosses que Jean Defez
va comparer à ce qu'il appelle le pressoir de la colère de Dieu. À Constantinople, l'épidémie est dévastatrice. Les similitudes avec la peste noire sont non seulement inquiétantes, mais elles évoquent aussi des rapprochements et des parallèles plus larges. Bien sûr, ne disposons que de sources très limitées pour le VIe siècle, plus lointain, le degré d'incertitude est plus grand. Nous n'avons que très peu de preuves concernant les campagnes, le monde rural, où vivaient la plupart des gens. Les incertitudes sont considérables, mais là encore, l'ADN ancien commence à combler les lacunes. La découverte d'ADN ancien de la peste dans les petits villages, comme celui de Edexhill, en Cambridgeshire, suggère que l'épidémie s'est propagée largement. Bien entendu, ce n'est qu'un début, mais toutes les nouvelles données semblent indiquer que l'arrivée de la première pandémie fut aussi terrible et transformatrice que l'arrivée de la seconde pandémie au XIVe siècle. Il y aurait encore beaucoup à dire, car il s'agit là d'un domaine de recherche passionnant et en pleine évolution, avec de nouvelles découvertes chaque jour. Les impacts durables de la peste de Justinien et de la peste noire font l'objet d'un grand débat. La disparition soudaine d'un tiers et de la moitié de la population a tout affecté, l'économie, la politique, les systèmes de croyances. Mais les conséquences sont en fin de compte aussi disparates que le nombre de sociétés touchées par la peste, ce que les historiens ont bien su mettre en évidence. Un des points essentiels sur la nature unique de la peste que j'aimerais vous rappeler, sur lequel je voudrais insister, est le fait qu'elle n'a pas disparu. Ni la peste de Justinien, ni la peste noire n'ont été des événements isolés. Elles représentent plutôt les premières salves de pandémies qui vont durer des siècles, avec des épidémies récurrentes dans différentes parties du monde, tous les 10 ou 20 ans. Un grand nombre de ces nouvelles épidémies vont elles-mêmes être dévastatrices, et leur récurrence est la cause de mortalité massive. Un témoin attentif du nord de l'Italie a décrit la 12e épidémie en 565, à la fois à travers sa mortalité terrifiante et par ses répercussions profondes. Selon lui, les Romains, à bout de force, ne résistent même pas à l'invasion des Lombards qui s'emparent d'une grande partie de la péninsule, marquant ainsi l'un des échecs majeurs du projet de l'empereur Justinien de réunifier l'Empire romain. Des décennies de peste ont contribué à l'effondrement de l'ordre romain antique et à l'émergence d'un monde médiéval. Encore une fois, cette question devrait être abordée un autre jour, mais une chose ne fait aucun doute. Personne ne soutient que la peste de Justinien a entraîné la chute immédiate de l'Empire romain. Il s'agissait d'un choc démographique spectaculaire, mais il a été suivi d'un climat généralement plus froid et de baisse de la démographie successive pendant un siècle entier, dans l'ombre de la première pandémie de peste, au sens large, et du patinage glaciaire de l'Antiquité tardive. Un puissant empire centralisé s'est effondré, avec la perte de la majeure partie de l'Italie et des Balkans, d'abord, avec de nouvelles preuves génétiques. C'est avant la peste, après la peste. Une migration énorme. Puis, au 7e siècle, l'Empire a perdu la Syrie, de la Palestine, de l'Égypte et de l'Afrique du Nord. Il s'en suivit un déclin de l'urbanisme et une rupture des réseaux d'échange. Cependant, ces épidémies ultérieures, qui ont duré pas moins de 2 siècles, sont encore très peu prises en compte. Ont-elles une dimension climatique? Examinons par exemple la corrélation entre un refroidissement rapide et des épidémies attestées en Italie. Elle est extrêmement pertinente et nous devrions alors nous demander si le refroidissement pourrait être à l'origine de la peste. La bactérie s'est-il établie durablement dans les populations de rongeurs sauvages dans le bassin méditerranéen, dans le Balkan, en Anatolie ou dans les Alpes, ou en Europe, en Allemagne?
pour sortir de son réservoir animal et se reprendre dans une population humaine sous l'effet du refroidissement et des changements écologiques. Penchons-nous aussi sur le réchauffement du 8e siècle. Aurait-il contribué à mettre fin à la première pandémie de peste? Question du verre. Ces questions devront être approfondies dans les années à venir. Les historiens de l'Antiquité tardive pourraient mettre à profit de nombreux enseignements tirés de l'histoire du Moyen-Âge tardif. Ici aussi, il existe une vive polémique. La peste s'était-elle établie dans les populations de rongeurs hors d'Asie centrale ou elle a été réintroduite à multiples reprises? Ces deux éventualités ne sont pas incompatibles et les arguments en faveur de l'implantation de la peste quelque part en Europe sont de plus convaincants. Nous reviendrons sur l'importance de la deuxième pandémie dans la mesure où elle s'est étendue plusieurs siècles lorsque nous aborderons la période du petit âge glaciaire. L'échappée difficile mais miraculeuse de l'Europe face à la deuxième pandémie constitue une véritable charnière dans l'histoire de l'humanité. Je souhaite partager une dernière observation en guise de conclusion. L'histoire de l'humanité n'est pas un voyage tranquille et sans heurts dans le temps. Au contraire, elle est marquée par des fractures, des bouleversements, des révolutions, comme les marchés boursiers. Elle a des longues ascensions et des cracks soudains. Il nous faut une échelle de temps longue pour apprécier ces évolutions dans leur intégralité. Ce que nous observons, c'est qu'il existe une catégorie de phénomènes, les phénomènes de contagion, qui semblent souvent associés aux périodes de bouleversement les plus importants. Le grand fléau du passé ont réussi à nous contaminer en se propageant librement à travers nos réseaux d'échange et de communication pour se développer. Nous reviendrons plus en détail sur ce thème la semaine prochaine, lorsque nous aborderons la place du changement climatique face à la guerre. Mais l'histoire nous sert d'avertissement sur l'importance des phénomènes de contagion et le rôle du changement climatique dans le déclenchement des événements incontrôlés et incontrôlables. Merci.